présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens Figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens Figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens Figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens Figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens Figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai souhaité tisser un fil avec l'épisode précédent consacré à la maison La Chaume. Ce fil est le blé. À 2 pas de la célèbre Dame de Fer, dans une rue, à l'abri des touristes, j'ai poussé la porte de 5e Sens. J'ai posé mon micro sur le bureau de Isabelle Ferrand, sa directrice. Au cours de cette conversation, Isabelle évoque son enfance, au milieu des champs de blé de son papa. Elle nous relate avec émotion sa rencontre déterminante avec Monique Slinger, fondatrice de 5e Sens, tel un signe du destin. Elle partage avec nous les différentes facettes de 5e Sens, les formations qui font sa renommée, le lieu de coworking olfactif original, mais également les créations de parfums, les scénographies et autres identités olfactives de lieux emblématiques. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, de vous souvenir qu'un refus peut vous ouvrir une porte que vous n'auriez jamais osé pousser. Faites confiance au destin et surtout, faites-vous confiance. Bonne écoute! Bonjour Isabelle. Bonjour. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens Figuré. Alors pour commencer, je vais débuter par ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi ? Alors immédiatement, je vais aller vers une odeur et non vers un parfum. Tu as le droit. Puisque voilà, l'odeur, c'est vraiment ce qui me caractérise le plus, qui a baigné toute mon enfance. Donc mes parents, exploitants agricoles, donc dans le nord de la France. Donc pour moi, l'année était s'évaluer en fait chaque saison au travers des odeurs que je ressentais. Donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Mais si je devais n'en choisir qu'une, je choisirais l'été avec l'odeur du blé. Donc voilà, pourquoi l'odeur du blé ? Période des vacances scolaires,
où je passais beaucoup de temps avec mon papa dans les champs. Et la période de la moisson, donc qui s'étalait entre juillet pour l'orge et les escourgeons et le mois d'août pour le blé. Et le mois d'août, un mois très chaud qui faisait externaliser cet effet très poudré de la paille, du blé, de la poussière. Et ça, je crois que cette odeur restera ancrée à jamais en moi. C'est une odeur qui te rassure dès que tu la sens. C'est une odeur qui me rassure et qui me rassure d'autant plus que même si elle n'existe pas dans l'ordre du parfumeur, elle est pour moi 300% représentée dans le beurre d'iris. Et la toute première fois, quand je faisais mes études de parfumerie ou que je faisais mon solfège de découverte des matières premières, que j'ai senti le beurre d'iris, mais je me suis arrêtée et toute mon enfance est revenue en fait en un quart de seconde et mon papa était là à côté de moi. Ah, je sens une pointe d'émotion quand tu le dis. Oui. Il y a de l'émotion, tout à fait. Je veux pas te faire pleurer aujourd'hui, mais... Non, je vais pas pleurer, mais c'est un moment émouvant pour moi, puisque mon papa nous a quittés il y a 10 ans maintenant, et voilà, et il est là tous les jours avec moi, et c'est pour ça aussi que j'adore travailler autour de l'iris. Et c'est aussi une odeur peut-être qui est associée à une ambiance autour des moissons. C'est une période qui pouvait durer de 2 à 3 semaines. Donc, c'est tout ce temps passé à voir revenir les remorques de blé à la ferme. Quand on était petit, il fallait faire hyper attention puisqu'un accident pouvait être vite arrivé. Donc, on était collés à notre maman avec ma sœur. On voyait arriver les tracteurs, cette odeur de blé, de poussière, de paille qui enveloppait en fait toute la nature, même la maison, la ferme. Tu nous as replongé là dans la moisson du blé, effectivement. Alors aujourd'hui, on est très loin des champs de blé puisque nous sommes à Paris, chez 5e Sens. Et comment tu es arrivé justement des champs de blé à aujourd'hui 5e Sens, à 2 pas de la Tour Eiffel? Est-ce que tu es tombée dans le flacon de parfum dès toute petite ou ensuite? Quel a été ton parcours? Je suis d'abord tombée dans les odeurs, comme vous l'avez compris avec ta première question. Le parfum est venu après, parce que on faut se relater, on est dans les années 80. Le parfum n'avait certainement pas la même dimension que ce qu'il a aujourd'hui, mais quand on dit odeur, à l'époque, petit à petit en avançant dans ma vie de jeune fille et d'adolescente, les odeurs, on ne pouvait les retrouver au travers d'un métier que dans le parfum. Donc d'où mon orientation, me dire, mais je veux faire de cette passion mon métier. Donc le métier, c'est la parfumerie, le mot parfumerie. Donc un jour, je dis ça à mes parents, disant, moi j'aimerais bien travailler dans la parfumerie. Et mon papa me regarde, il me dit, oui ma petite fille, tout à fait, il n'y a pas de souci, je t'achèterai une parfumerie, puis tu vendras du parfum. Et alors là, je l'ai regardé, et dans ma tête, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, mais t'as rien compris. C'est pas ça. Pour moi, derrière le mot la parfumerie, c'était toucher les odeurs. Donc toute seule, j'ai fait mes recherches, et j'ai vu effectivement, pour rentrer dans l'univers de la parfumerie, il fallait faire de la chimie. Donc après mon bac, je me suis orientée donc vers un BTS donc de chimie qui allait pouvoir me permettre ensuite d'accéder donc aux études de parfumerie, qui à l'époque, il n'y avait qu'une seule école qui était à Versailles, donc qui s'appelait l'ISIP, qui s'appelle maintenant l'ISIPK. Et donc mon but, c'était à l'issue de mon BTS de me présenter pour faire cette école. Et donc là, tu t'es présentée à l'ISIP, qui est devenu aujourd'hui l'ISIPK. Voilà, donc je me suis présentée donc, au concours d'introduction, de concours d'entrée pour cette école. Alors il y avait 3 épreuves. Il y avait une épreuve de blind test, donc d'olfaction, donc de matières premières, d'odeurs qu'on nous faisait sentir, et il fallait donc décrire, donner les noms. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, il y a eu une épreuve de chimie. Là, ça a été la catastrophe. Examen de chimie à l'oral, au tableau, avec un professeur de chimie
qui se donnait un malin plaisir de vous mettre en désarroi. Toutes les filles qui sortaient étaient en pleurs. Donc moi, je suis arrivée complètement décontenancée et j'ai raté complètement cet examen en fait, de chimie à l'oral au tableau. Et le troisième, c'était on arrivait dans une salle, il y avait 3 professeurs qui étaient assis, on avait une chaise au milieu, donc on était un peu comme devant un jury, et c'était pour un échange oral avec ces 3 professeurs. Donc il y avait un professeur de cosmétologie, un professeur de parfumerie et un professeur pour les arômes alimentaires. Et alors là, ping-pong de questions et d'échanges, et pourquoi vous voulez faire de la parfumerie, et c'est quoi votre parcours, et c'est quoi votre passion, et voilà. Et il s'est avéré effectivement que tout de suite ils ont vu que c'est le professeur de parfumerie qui a pris le leadership des questions, puisque c'était mon orientation, et ce professeur, je vous le donne en 1000, c'était Monique Schlinger. Gros coup de cœur, d'échange, toutes les deux, même origine, ses parents étaient agriculteurs, bon, comme vous l'avez compris, mes parents étaient agriculteurs. On a relaté des tas d'odeurs de notre enfance, l'odeur de l'Écosse de petits pois qu'on retrouve dans le galbanum, Oui. l'odeur de la feuille de tomate qu'on cueille dans le jardin, l'odeur de la moisson bien sûr, et des tas d'autres choses. L'odeur du gibier, ça a été hyper important. Mon papa était chasseur, le mari de Madame Schlinger était chasseur, et je mets un point d'honneur à raconter juste cette petite anecdote, parce qu'il va y avoir un rebondissement. C'est incroyable, au travers de la chasse. Bon voilà, donc il y a eu vraiment un vrai coup de cœur entre nous deux. L'entretien se termine, on repart, chacun repart dans sa maison et on attend la lettre d'admission patiemment. Donc les examens devaient être aux alentours du mois de juin, j'ai plus la date en tête, et la lettre d'admission devait arriver début juillet. Et là, tu disais, je vais pas l'avoir à cause de cet examen de chimie Oui, ou... j'avais un doute, mais j'avais tellement été rassurée par l'échange avec Monique Schlinger que oui, on a toujours peur d'un résultat, mais on me dit ça devrait peut-être le faire, et ça l'a pas fait. Quand la lettre est arrivée, lettre non admise, voilà. Donc là, on ouvre l'enveloppe, on regarde cette lettre, tout son monde s'écroule. Je me souviens, maman m'a vue mais complètement mal, je ne pouvais plus parler. J'ai jeté la lettre et je suis partie dans la nature. Et j'ai couru dans les champs de blé, dans les pâtures, puisque mes parents avaient aussi une exploitation de vaches laitières. Et je ne sais plus pendant combien de temps j'ai couru et j'ai été envahie par ces odeurs et en me disant non, je n'en ferai pas mon métier, quoi. J'étais complètement perdue. Ensuite la pression retombe, on dit il faut refaire une année de chimie, et j'avais pas du tout envie de refaire une année de chimie. Donc on se pose des questions, et puis juillet, c'était déjà presque un peu trop tard pour s'inscrire en fac de chimie, donc on laisse passer l'été, on dit au mois de septembre, qu'est-ce que je vais faire ? Pas trop de solutions, et entre-temps, j'ai appris donc que Monique Schlinger avait été tout aussi catastrophée par ma non-admission. Et quand elle a vu effectivement que je n'étais pas sur les listes, elle est rentrée dans le bureau du directeur de l'école et en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi Isabelle Hall, qui était mon nom de jeune fille, n'est pas sur les lettres sur la liste des admis. » Le professeur lui a dit le directeur « je vais regarder un peu dans son dossier. Elle est trop jeune, elle a à peine 20 ans, elle peut refaire une année de chimie, vous la retrouverez l'année prochaine. » Et là, Monique qui lui répond « Mais attendez, vous voulez faire quoi de cette école ? Une école de chimistes ou une école de passionnés et de créateurs et de parfumeurs créateurs ? Est-ce que vous pourriez me donner ses coordonnées ? Moi, je veux la recontacter et retrouver cette jeune fille. » Il a refusé. Il a dit non. Alors même si le RGPD n'existait pas à l'époque,
il a quand même refusé. Il a refusé de donner mes coordonnées. Elle est rentrée chez elle, catastrophée, et puis elle a dit à son mari, tu te rends compte, je vais arrêter de travailler pour cette école, c'est plus dans mes valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, c'est pas ça, tu te rends compte, cette jeune fille qui était tellement passionnée par le parfum, elle va être obligée d'aller refaire de la chimie pour représenter, mais est-ce qu'elle s'en sortira? Et elle dit à son mari, écoute, je me souviens qu'elle m'a raconté que son papa était chasseur. Tu vas régulièrement dans des chasses dans l'Aisne. Donc si un jour, dans une chasse, t'entends parler d'un certain monsieur Hall, surtout tu vas le voir et tu lui demandes si c'est sa fille qui voulait faire de la parfumerie. Le mois de septembre passe, début octobre, un samedi soir, papa rentre d'une chasse et avec une carte de visite, qui était la carte de visite de Monique Schlinger, et qui dit « Isabelle, il faut que tu recontactes cette dame. » Et alors là, un grand arc-en-ciel s'est ouvert devant mes yeux en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Donc j'appelle Monique et elle me dit écoutez, j'aimerais bien vous revoir, est-ce qu'on peut repasser un moment ensemble? Forcément j'accepte. Dès la semaine suivante je vais la revoir et elle me dit écoutez, voilà, moi je veux pas de chimiste, j'ai une petite structure qui s'appelle 5e Sens, dans laquelle je forme aussi des passionnés. Donc elle a fait un programme de formation que mes parents ont accepté et j'ai commencé donc à être sous la tutelle de Monique Schlinger donc pendant 6 mois. Moi je trouve ça exceptionnel. Enfin, tu crois au coup du destin comme ça? Parce que là c'est vraiment... Ah, pour moi oui, c'est le destin. Ah oui. Toute ma vie professionnelle devait être celle qu'elle a été. Je ne regrette rien. Même si à un moment donné, c'est vrai que certaines marques, j'ai été sollicitée ou par des cabinets de recrutement, et je me suis dit, non, mon destin, il était là, avec tout ce que j'ai vécu. Oui. Pour moi, c'est mon conte de fées. Quand on est petite fille et qu'on regarde des dessins animés comme Cendrillon ou d'autres, voilà, c'était ma destinée. C'était écrit. Moi, je trouve ça exceptionnel. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment le pouvoir des rencontres, qu'il y ait une connexion qui se passe entre deux personnes, et finalement que toi, ça a changé ton destin, et ça a changé aussi celui de Monique Schlinger. Effectivement. Et donc aujourd'hui, tu es à la tête de 5e Sens. Effectivement, elle t'a passé le flambeau, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous présenter 5e Sens ? Alors, 5e Sens a été fondé donc, par Monique Schlinger en 1976. Moi, je la rejoins en 85, donc pour démarrer ma formation avec elle. Ensuite, donc il y a eu d'autres petits stages qu'elle m'a demandé de faire. Et j'intègre en tant qu'assistante parfumeur de Monique en février 87. Donc, la raison d'être de 5e Sens, c'est la création de parfums. Si Monique a quitté son poste de parfumeur-créateur chez Robertet pour fonder 5e Sens, c'était pour la création de parfums. Et elle était très avant-gardiste. À l'époque, on n'avait pas comme ça de parfumeur indépendant. Mais étant indépendante, l'ISIP est venue la chercher pour qu'elle donne des cours à l'ISIP. Elle s'est dit oui, pourquoi pas. Elle s'est lancée dans l'aventure de la transmission. Oui. Et en fait, elle en a vraiment fait sa deuxième passion. Elle aimait créer, mais elle aimait aussi transmettre tout ce qu'elle avait appris de Jean-Carl. Donc Jean-Carl, avec une méthode, puisque Jean-Carl a été le premier parfumeur à créer une méthode, parce que si on remonte au début du siècle, le métier de parfumeur-créateur se transmettait de génération en génération. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'études, il n'y avait aucune méthode. Et Jean-Carl a créé cette méthode que Monique a acquis et qu'elle a voulu aussi retransmettre à ses élèves et qu'elle m'a transmise. Et je pense qu'elle a peut-être aussi adapté à son image, à la matière dont elle souhaitait transmettre. Complètement. Elle a d'autant plus adapté que tout le monde connaît la pyramide olfactive. Oui. On dit dans un parfum, on a des notes de tête, de cœur et de fond. Pourquoi ça a été représenté sous la forme d'une pyramide? C'est Monique qui l'a créé ça. Ah oui? Lors d'un cours à l'ISIP, les élèves avaient du mal à comprendre
l'intensité d'une odeur, sa ténacité, que ce n'était pas proportionnel. C'est pas parce qu'une note est très intense qu'elle va être très tenace, ou réciproquement. Et en fait, elle a fait un diagramme sur le tableau avec une échelle d'intensité, une échelle de ténacité. Et elle a mis des points. La bergamote, vous voyez, elle serait placée là. Le jasmin, il serait là. Le santal, il serait là. Et en regardant le tableau, elle s'est aperçue que tous les points rentraient dans une pyramide. Et elle a dessiné au tableau la pyramide. En disant, vous voyez, eh ben on a la note de tête qui est le haut de la pyramide, les notes de cœur et les notes de fond. Et la pyramide est devenue l'emblème de la parfumerie et de toutes les présentations que l'on fait aujourd'hui des parfums. Elle n'a pas déposé. Ah. Dommage. C'est dommage, effectivement. Mais au moins, elle a laissé sa trace pour l'éternité. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la pyramide olfactive est largement reprise. Elle est largement reprise, tout à fait. Ouais, complètement. Alors, et au travers donc, de cette expérience, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de formation de parfumerie professionnelle, c'est-à-dire dans le cadre de la formation continue. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui est en poste, qui a fait des études de marketing, qui a fait des études de commercial et qui voudrait rentrer pour faire du marketing dans une maison de composition ou pour une marque, la formation, elle se faisait sur le tas. Et en fait, Monique, deuxième idée de génie, elle se dit, je vais proposer des formations professionnelles. D'où cette activité qui a été pendant de nombreuses années mise sur le devant de la scène au détriment de la création de parfums. Et on reconnaît aujourd'hui plus Cinquième Sens en tant qu'organisme de formation professionnelle. Oui, et c'est vrai. Bien qu'on essaye aujourd'hui de changer un peu cette image, mais on pourra y revenir tout à l'heure, pour moi, sur la reprise de Cinquième Sens. Exactement, et notamment, là, on va s'attarder un peu justement sur le volet formation. Moi, je connaissais essentiellement Cinquième Sens via le volet formation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques formations, par exemple, et les gens que vous formez, parce qu'il y a des gens qui viennent d'univers aussi très, très différents. Alors là, on va dire que les portes de l'organisme de Cinquième Sens, de l'organisme de formation de Cinquième Sens, sont ouvertes à tous. On va dire que tout passionné peut intégrer une formation à des fins professionnelles ou juste à des fins d'éducation olfactive ou de hobby, ou mieux envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce métier. C'est-à-dire qu'on a ouvert ce monde magique qui était complètement fermé. Moi, je reprends toujours mon exemple en 80, quand je veux faire de la parfumerie, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors que moi, j'ai vraiment voulu dire, on démocratise un petit peu et on explique qu'est-ce qu'un parfum, comment on le crée, et pas forcément pour une orientation professionnelle. Et Monique l'avait très bien compris aussi. Mais il fallait qu'elle ait un numéro d'agrément, parce qu'en France, il y a la formation continue professionnelle qui peut être donc financée dans le cadre des entreprises ou au travers d'un OPCO, l'organisme collecteur. Donc, elle a déposé un dossier pour obtenir un numéro de déclaration d'existence. Alors, je raconte cette anecdote parce qu'elle est amusante. Lorsqu'elle a déposé son dossier, il faut dire qu'est-ce que l'organisme de formation va faire. Et pour elle, elle allait dire, c'est apprendre à sentir des professionnels. Et elle a été convoquée, et la personne de la directe lui dit, mais madame, tout le monde sait sentir. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Alors, effectivement, il avait raison. Tout le monde sait sentir. Parce que sentir, c'est respirer. Et on respire tout le temps. En fait, après, elle leur a expliqué, elle dit, oui, tout le monde sait sentir, mais est-ce que vous savez décrire ce que vous sentez? Est-ce que vous savez expliquer ce que vous sentez ou ce que vous ressentez? Et l'impact est important entre sentir et ressentir, qui au travers donc de ce qu'on peut transmettre. Et il y a plein de matières premières en plus qu'on ne connaît pas. Dans le grand public, donc oui, c'est ça, apprendre à sentir. Donc voilà, donc ils ont compris et ils lui ont donné son numéro d'agrément. Donc aujourd'hui, on a vraiment une volonté, et c'était aussi la volonté de Monique, d'avoir une formation
peut être vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire, on forme du producteur de la matière première jusqu'au consommateur. D'accord. Donc, producteur de la matière première pour les commerciaux, les marketing, les maisons de composition. Après, le développement d'un parfum, donc les marques, services marketing, les commerciaux là encore, les contrôles qualité, donc on intervient aussi beaucoup dans les usines où tout ce développement du parfum, faut qu'il soit conforme avant de le mettre sur le marché. La distribution, donc on peut travailler avec des cellules de formation de chez Marionneau, Sephora, Nocibé et d'autres. Et ensuite jusqu'au grand public, jusqu'au consommateur, avec donc des petits ateliers de découverte du monde du parfum. C'est vrai, oui. Ça, c'est un peu moins connu. On connaît plus, dans le milieu, la formation pour les professionnels, effectivement. Et après, quand on veut continuer, vous avez aussi un lieu de coworking qui est quand même très, très spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors cet espace a été ouvert il y a 5 ans maintenant, où on a eu envie de dire, il y a la formation, mais il y a certaines personnes qui ont envie d'être autonomes et qui aimeraient accéder au monde des odeurs, mais sans passer par un cours. Donc, on ouvre cet espace de coworking pour donner accès olfactivement aux matières premières et aux parfums du marché. Ce sont des gens qui se sont déjà formés en parfumerie en général ? Ça dépend. En olfaction, pas forcément. Ils veulent juste venir découvrir le monde des odeurs, sentir des matières premières. D'accord. Ensuite, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de formation pour accéder au laboratoire. Parce que notre espace de coworking, il y a la partie olfaction et il y a la partie olfalab. Et là, donc je rejoins ta question, pour les personnes qui ont accès au laboratoire, c'est des personnes qui ont été formées. Oui. Puisqu'on ne peut pas formuler si on n'a pas eu un minimum de connaissances et même les bonnes règles de pratique d'utilisation d'un laboratoire de parfumerie. Oui, c'est ça. Oui. Donc oui, il y a des gens qui viennent comme ça dans ce lieu de coworking pour sentir des matières premières. Sans formation Sans formation. Ah oui, c'est intéressant. Ça, du coup, ça leur permet, par exemple, si tu as un exemple sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, quelqu'un qui vient sans formation, c'est pour décrire des odeurs Alors, on a des œnologues. D'accord. Voilà, qui ont envie de développer leur odorat pour pouvoir mettre des mots ou des noms d'odeurs sur les vins. Tout métier où l'olfaction peut être important, il y a cet accès où on va développer son odorat, qui n'est pas forcément sur une application parfumerie, mais une application sur un autre secteur d'activité. Oui. Après, on a des personnes aussi qui, malheureusement, ont eu le Covid et ont été impactés sur l'anosmie. Venir sentir, ça leur permet aussi donc de récupérer leur odorat. Et ce sont des accès à l'heure ? Oui, alors on a mis en place effectivement forfait horaire. Voilà, à l'heure, où on prend un forfait de 5 heures, de 10 heures. C'est unique au monde, ce lieu de coworking. C'est unique au monde, tout à fait. C'est très original. On va se prendre un petit shoot d'odeur. Un petit shoot d'odeur, exactement. À 2 pas de la Tour Eiffel, dans un cadre très sympathique, effectivement. C'est original. C'est toi qui as eu cette idée ? Alors, l'idée, on l'a eue en équipe. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est au 18 rue de Montessuie, donc comme tu le disais, au pied de la Belle Dame de Fer, donc la Tour Eiffel, et le local d'à côté, le 16, se libère. On dit le local libre, et petite phrase de mon papa, dans ma tête, le revoilà, qui disait toujours « La terre de ton voisin n'est à vendre qu'une seule fois dans ta vie ». Donc je me suis dit, ce local qui se libère, il ne se libérera pas une seconde fois dans ma vie professionnelle. Il faut que je le prenne. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, s'étendre, oui. Aller plus loin, se professionnaliser pour le laboratoire et tout ça, oui. Mais il fallait quand même, pour obtenir les prêts, montrer un business plan avec une possibilité de développement économique. Donc, j'ai réuni mon équipe, et j'ai dit, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui a une idée pour dire qu'est-ce qu'on fait de cet espace ?
Et je me souviens, c'est Sarah Burry, donc, qui est dans mon équipe depuis 12 ans maintenant. C'est elle la première qui a dit, elle me dit, bah oui, et si on faisait un espace où on pourrait accueillir les personnes. Et puis on a rebondi de fil en aiguille et on a construit donc cet univers qu'on a appelé coworking. Est-ce que c'était le bon mot? On s'interroge parce que c'est pas un vrai espace de coworking tel qu'il peut être défini dans l'esprit des gens. Donc on a essayé de se dire, est-ce qu'il faut changer le nom pour que ce soit plus accessible? On y réfléchit encore, mais pour le moment, oui, voilà, l'espace est là et est prêt à accueillir qui veut venir. C'est une très belle idée, effectivement. Et justement, tu parlais de ton équipe, tu as repris, toi, 5e Sens en 2004. C'est Monique Slinger qui t'a laissé le relais, qui t'a passé le relais. Tu t'inscrivais aussi dans une lignée, dans son histoire. Comment toi, justement, tu as mis ta patte personnelle? Est-ce que tu as senti le poids de cet héritage aussi, ou il t'a porté, hein, un héritage, alors, c'est aussi dans les deux sens. Oui, c'est un héritage. Voilà, en 2004, donc même un petit peu avant, donc Monique voulait prendre sa retraite, ce qui était tout à fait légitime. Donc j'ai suivi une formation de chef d'entreprise, hein, pour dire il y a quand même des éléments un peu à connaître. Et à l'issue de cette formation, voilà, donc la reprise s'est faite et Monique s'est complètement retirée. Donc on va dire que j'ai été une vingtaine d'années à ses côtés et là ça fait un peu plus de 20 ans que je suis toute seule. Donc je suis à plus de 40 ans de vie professionnelle chez 5e Sens. Et souvent on me dit, mais tu es la fondatrice. Non, je ne suis pas la fondatrice. Et je l'ai expliqué auparavant et pour moi, j'y tiens à le c'est l'histoire, c'est un patrimoine et c'est important pour moi toujours de reparler de Monique. Mais d'autres personnes me disent, mais tu as travaillé plus longtemps pour cette société que la fondatrice elle-même. Ah oui, c'est vrai. Monique, elle y a travaillé 30 ans et moi je suis à plus de 40 ans. Bon, voilà, c'est juste, on me dit, mais tu pourrais te positionner en tant que fondatrice. Mais je ne le souhaite pas. C'est pas du tout ma volonté. Donc pour moi, l'idée au moment de la reprise, c'est effectivement donc de pouvoir développer la société, lui donner un aura encore plus important qu'il l'avait, et c'était surtout être la digne héritière de Monique. C'est ça qui était le plus important. Oui, et qui peut être parfois un peu difficile aussi. J'avoue, les premières années ont été compliquées. Oui. Parce que j'étais pas connue. Tout le monde connaissait Monique Slinger et pas forcément Isabelle Ferrand. 5e Sens était connu, mais une nouvelle tête, une nouvelle dirigeante. Donc les premières années n'ont pas été simples. Mais voilà, je me suis encadrée d'une belle équipe qui m'ont soutenue, qui m'ont aidé vraiment à remettre bien tout en place. Et pour moi, l'idée, c'était, et je voyais le développement possible au travers de la passion des odeurs plutôt que du parfum. Et je voulais vraiment pouvoir dire, on ouvre ce monde des odeurs, pas qu'au secteur de la parfumerie, mais à tout autre secteur. Et on a beaucoup travaillé avec des laboratoires pharmaceutiques sur l'idée d'accompagner des personnes en handicap d'anosmie, donc anosmie congénitale ou anosmie liée à des maladies. Donc ça, un gros développement. Dans le domaine des spiritueux, parce que ma deuxième passion, c'est la gastronomie et l'œnologie, donc travailler avec des maisons de champagne, des maisons de cognac, et ça a permis effectivement de donner un nouvel élan de développement pour la société. Et justement, j'ai une transition toute trouvée, puisqu'on a évoqué la formation, le passage de flambeau, mais vous avez aussi cette partie création, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler, justement ? Bien sûr. Donc, au travers donc, de tout ce développement que je viens de vous dire, il y a un moment donné, au travers de l'équipe, je me suis surtout entourée de parfumeurs créateurs, qui sont des passionnés. Parce que pour moi, la formation ne devait pas être trop scolaire. C'était plutôt une transmission d'une passion
qu'une formation pédagogique, qu'une pédagogie trop stricte. Et on disait toujours, nos formateurs sont des parfumeurs créateurs. Et à un moment donné, je me suis dit, mais à force de dire qu'on est des parfumeurs créateurs, si on ne signe jamais rien, donc quand on dit signer, c'est faire une création d'un parfum qui est sur le marché, on perd notre crédibilité. Donc on a réfléchi, toujours en équipe, de se dire, il faut vraiment qu'on remette en avant la création de parfums. Et c'est arrivé à un moment donné où il y a eu l'explosion de la parfumerie de niche. Donc il y avait une carte à jouer sur ça. Et de plus en plus aussi de parfumeurs indépendants. Oui. Donc nous, on avait cette indépendance aussi. Alors, je n'enlève pas le fait que Monique faisait aussi de la création de parfums, mais ça représentait peut-être à peine 10% de l'activité par rapport aux 80-90% de la formation. Mais je voulais que la création de parfums reprenne. Et l'élément déclencheur, ça a été, alors, on va dire, malheureux dans l'histoire, je ne sais pas comment le dire, en fait, c'est le décès de Monique. Donc Monique nous a quittés en décembre 2016. Et là, j'ai eu en fait un sentiment de me dire, il faut que je lui rende hommage. Oui. Il faut que je trouve une façon où elle se dit, mais pourquoi elle avait créé Cinquième Sens ? Et c'était pour la création de parfums. D'accord. Donc je voulais que la création de parfums revienne encore plus dans l'image de Cinquième Sens. Et à partir de 2017, on a mis en place donc des Creative Week. Donc notre Creative Week, c'est une semaine d'invitation de nos clients, de prospects, où on a travaillé des créations sur un thème qu'on s'est donné pour montrer qu'on sait créer des parfums. Donc 2017, il y a eu la Green Week. Ensuite, en 2018, il y a eu l'African Week. Ensuite, on a fait la Bright Week, Kitsch Week, Liberty Week, Sport Week. Et c'était toujours à chaque fois trouver un événement sociétal du moment pour s'appuyer pour nos créations. Et en fait, ça a fonctionné. On a vraiment réussi au travers de toute notre communication à se repositionner en tant que parfumeur créateur. Et puis après, il suffit de signer un parfum, 2 parfums, 3 parfums, que ce soit mis en avant sur les réseaux sociaux, reconnu. Et aujourd'hui, c'est une activité qui roule, quoi. Si je peux me permettre de le dire comme ça, où on a des demandes entrantes, on fait très peu de prospects, on est vraiment... Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous citer un exemple, par exemple, d'interprétation ou scénographie olfactive, par exemple, que vous avez faite ou... Ta question est intéressante parce que quand on parle création de parfum, je pense qu'on imagine tout de suite que c'est un parfum de peau. Exactement, mais... c'est pour ça que je voulais t'emmener sur les créations qu'on évoque peut-être un peu moins. Oui, tout à fait. Alors, la création de parfum, ça peut être effectivement créer un parfum pour une identité olfactive d'une marque. On a notamment signé pour Morgane, Le Temps des Cerises, où en fait le parfum est diffusé donc dans les magasins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. Mais on a aussi beaucoup de demandes sur de la scénographie olfactive. Donc ça va être des créations de parfums qui vont être plutôt éphémères, qui vont s'associer à un événement, d'une exposition, d'anniversaire d'une entreprise, il peut y avoir des tas de choses. Mais après, ça peut être aussi des parfums qui vont être permanents dans des lieux emblématiques. Donc, je vais citer comme exemple le château des Ducs de Bretagne. Ah non. Et donc, ce château qui est placé donc, dans la ville de l'origine du petit beurre, donc du Lu. Et à l'époque, l'usine diffusait naturellement du parfum, l'odeur du petit Lu qui est hyper emblématique. Et ils ont fait une exposition au travers de l'histoire du petit Lu, donc du petit beurre, et ils nous ont demandé donc de recréer ce parfum du petit Lu, et qui est aujourd'hui toujours diffusé donc au château des Ducs de Bretagne. Ah, j'y prêterai attention la prochaine fois.
C'était intéressant. Effectivement, c'est quelque chose qu'on imagine moins. Effectivement, on imagine tout de suite les parfums de peau ou d'ambiance, mais la scénographie olfactive ou l'identité de marque. Oui. L'identité de marque, on commence quand même à en parler même dans le grand public, où on se rend bien compte que quand on entre dans certaines boutiques, il y a des identités olfactives qui sont très marquées aussi. En fait, dans la scénographie olfactive, ce qu'il faut se dire, c'est donner vie, alors je vais dire à une œuvre ou à un lieu emblématique. Et on a travaillé, on est mécène pour le Louvre, où on a développé donc des mallettes polysensorielles. Et là, la polysensorialité est importante au travers donc, de l'expression des œuvres. Et leur idée, donc, c'est ce qui s'appelait le Louvre hors les murs, et c'est d'emmener les œuvres dans les hôpitaux ou dans les prisons pour faire vivre des expériences donc, aux malades ou aux prisonniers. Donc on a développé une mallette sur le thème des 4 saisons d'Archimboldo. Donc il y a les 4 œuvres et on a créé un parfum pour chacune des œuvres. Il y a un toucher lié à chaque œuvre, une musique. Et en fait, les ambassadeurs qui utilisent ces mallettes vont dans les hôpitaux et ont un petit atelier au travers donc, de la présentation de ces œuvres. On en a fait une sur le Nil, sur l'enfance, sur Madame de Pompadour, et on travaille des accords olfactifs autour de différents thèmes. Ah, c'est très original. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez méconnu aussi. Oui, ça commence à s'ouvrir, puisque forcément on en parle et ça donne des idées. Hein. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai parfois un peu la tête qui tourne, parce que je pense que chez 5e Sens, on a ouvert ce monde des odeurs, ouvert ce monde de la parfumerie. On fête nos 50 ans l'année prochaine, donc restez en alerte sur les réseaux. J'espère un très bel événement. Mais effectivement, le fait d'avoir ouvert tout ça, des fois je me dis, mais t'es idiote, tu t'es créé ta propre concurrence. Mais c'est bien d'avoir de la concurrence, parce que ça permet d'aller encore plus loin et de chercher d'autres idées. Oui, c'est ça. Et justement, vous avez comme slogan, 5e Sens, 5e Sens éveille les émotions. Est-ce que vous avez fait une semaine justement sur l'intelligence cette année, notamment sur l'intelligence artificielle, mais pas que, aussi sur comment l'intelligence artificielle peut servir l'intelligence humaine et les émotions, sans être antagoniste? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, au travers de vos formations, au travers de ce que vous captez même pour vos clients, on est de plus en plus connecté à nos sens, ou plutôt connecté aux réseaux sociaux, ou déconnecté de nos sens? Alors, c'est une bonne question. Je vais rebondir déjà sur le slogan « Éveille les émotions ». C'est un slogan qu'on a mis en place en 2006. 2016. Moi, j'ai un doute. En 2006. Bon, je ne sais plus. Ça fait 19 ans. Ça fait quelques années. Peu importe. Et à l'époque, on était les seuls. Le mot émotion était quasiment pas utilisé. Mais pour nous, c'était une évidence, parce qu'on dit toujours, une odeur, c'est une émotion. Oui. Quand tu sens, on va reprendre l'odeur du blé, et je crois que pour toi, tu sais ô combien ça peut être évocateur, ces souvenirs d'enfance. Voilà, c'est lié à une émotion négative ou positive. Donc pour nous, c'était une évidence. Et au départ, on avait mis 5e Sens, éveille vos émotions. Donc on voulait parler à nos clients. Oui. Et on a changé récemment pour les émotions, pour en fait ouvrir et être encore plus large, parce que on n'a pas que ces émotions, il y a les émotions. Oui. Mais aujourd'hui, alors ce slogan, je ne veux pas le changer, je ne veux pas le modifier, parce qu'il est ancré. Et il y a un réel lien, parce qu'on sait qu'une odeur, c'est une émotion, et ça, personne ne viendra me contredire. Mais ce qui me gêne, c'est que le mot émotion est employé à tout azimut. Comme bienveillance. Comme bienveillance. Très bonne remarque. Complètement. Et des émotions par ici, et des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, oui, on peut avoir des émotions associées à d'autres points que l'olfactif, mais en fait, le mot, il devient galvaudé.
Donc ça me gêne un peu, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc cet impact, il est important. Et pour le relier à l'intelligence artificielle, effectivement, quand on va sur ChatGPT ou quand on va, on dit il n'y a pas d'émotion. Oui ou non, oui et non. Tout dépend comment tu positionnes le mot émotion et comment tu l'utilises. Moi, de plus en plus, j'utilise ChatGPT avec la voix, avec l'oral. Et en fait, tu as l'impression vraiment de pouvoir échanger avec cette intelligence artificielle. Et quelque part, quand elle... j'ai une voix de femme qui me répond, ou tu t'essayes d'avoir un... Pour moi, il y a de l'émotion un peu qui passe. Ah ouais ? Quand même. Alors, on s'est amusé avec mon mari, où on voulait lui poser des questions. Et puis mon mari, qui est allé plus loin, en disant, mais d'où vient ton accent ? Quelle est ton origine ? Et puis elle a répondu, elle dit, mais j'ai un accent universel qui peut plaire à tout le monde. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'arrive pas à m'arrêter sans lui dire je te remercie, au revoir ou à bientôt. Alors, je suis peut-être old school, mais je parle à quelqu'un, je reste dans la bienveillance. Dans la vraie bienveillance. Pour réutiliser le mot. Oui, non, c'est étonnant. Mais c'était intéressant justement ce que vous aviez fait, de ne pas opposer intelligence artificielle et parfumerie. Vous en êtes aussi servi. Aujourd'hui, vous en servez ou vous voyez des clients qui s'en servent ? Alors, ce qui est assez amusant que cet entretien se passe aujourd'hui, parce qu'on a eu une expérience ce matin même, où Camille a reçu de la part d'une cliente un brief qui vient, et nous on le sait, on le voit, qui vient de ChatGPT. Donc en fait, elle a demandé à ChatGPT, et ChatGPT lui a donné une formule en disant il faut 20% de bergamote, 30% de jasmin. Oui. Là, ça va pas. Et elle veut mais c'est pas possible. On peut pas lui. Déjà, où est la créativité ? Oui. Il y a même pas de brief d'histoire de marque ou d'intention ou d'émotion émotionnelle. Voilà. Là, il y en a pas du tout. Ouais. Donc en fait, il faut savoir l'utiliser, ChatGPT. L'IA, parce que c'est pas que ChatGPT. Voilà, l'IA. D'accord, donc effectivement, on suivra les développements de l'IA sur la parfumerie, mais aujourd'hui, effectivement, ça ne peut pas remplacer les émotions qu'on peut générer dans un brief, effectivement. Je te remercie Isabelle pour cet échange, justement, autour à la fois des émotions, des signes du destin, vraiment, parce que c'est un véritable coup du destin que tu sois à la tête de 5e Sens, mais c'est largement mérité. Et si tu devais décrire notre échange par un parfum ou une odeur aussi, puisque nous toutes deux nous aimons les odeurs, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, par rapport à ce que tu m'as dit en introduction, où on a beaucoup de points communs toutes les deux, dans notre histoire, de notre enfance, du lien que l'on a avec les odeurs, associées à des émotions familiales, plein de choses et tout. En fait, j'aurais envie de te créer un parfum. Ah mais vas-y. Alors, un parfum ou une odeur d'enfance ou un côté d'ambiance. Et j'aurais presque envie de rassembler toutes ces odeurs de notre enfance dans une seule et même composition. Et qui pourrait effectivement être notre doudou olfactif et le souvenir de notre enfance. Ah, c'est vrai que nous partageons ces souvenirs d'enfance à la campagne avec des odeurs très authentiques, très ancrées, très rassurantes. Je te remercie Isabelle pour cet échange. Merci à toi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie et c'est tellement toujours émouvant. On va reparler d'émotions, de se remémorer en fait toute cette histoire de vie, ce destin et cette passion. Un grand merci. Bravo à toi, merci. Cet épisode vous a plu ? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.